L'heure est grave. En d'autres termes, françaises, français, citoyens, citoyennes, belges, belges, hackers, hackeuses, il se passe des trucs. Qui parmi vous s'est dit « Ouais, mais il n'y a rien de nouveau là dans les révélations sur Prism ?» Alors, je pense que vous vous trompez, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Qui parmi vous a encore un compte Facebook ou Gmail ? Bon, alors déjà, ceux qui ont répondu positivement aux 2 questions, vous avez un problème. Ce que les révélations sur l'affaire Prism apportent, c'est 1. La preuve irréfutable que ce que l'on disait depuis des années est vrai. Que cette surveillance est bien massive et généralisée. On le savait, il y a eu des whistleblowers avant, il y a des gens qui se sont barrés de l'administration américaine parce qu'ils ont témoigné ça de l'intérieur. Maintenant, on a la preuve irréfutable sous forme d'un document avec écrit « Top Secret / No Foreign » qui n'a pas été réfuté par le gouvernement américain. Et ce que ça change, c'est qu'avec ça, on peut commencer un débat public. De la même façon que quand les capes de Wikileaks sont sortis et que certains ont dit « Ouais, mais on savait déjà tout ce qu'il y avait dedans et même pas besoin de les lire », la différence était fondamentale pour les gens en Tunisie qui savaient tous que Ben Ali était corrompu, mais qui ont eu en face d'eux la preuve irréfutable que le monde entier maintenant le savait. Et c'est là la différence fondamentale. C'est que pour commencer un débat public de cette envergure sur la politique ultra-sécuritaire complètement paranoïaque depuis le 11 septembre 2001, combien elle attaque la protection de notre vie privée et les libertés fondamentales, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par ce qu'en anglais on appelle le smoking gun, le cadavre encore tiède, la preuve irréfutable. La deuxième chose, c'est que ce que démontrent ces fuites, c'est que ces entreprises, les Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc., ont participé activement, ont opt-in dans un programme de surveillance massive et généralisée, ont fait le choix de laisser accès à ces institutions, à l'intégralité des données de tous leurs clients. Vous avez peut-être lu cette information, que non, mais vous inquiétez pas, on cible que les non-américains. On cible que les 19/20e de la population mondiale, donc c'est pas grave. Et puis surtout, on fait un test vachement efficace. On fait un test de foreignness, d'étrangéritude, où en fait, quand on a 51% de potentialité de foreignness, c'est bon, on lance l'interception. 51%, ça veut dire pile ou face plus 1%. Donc, on a la preuve irréfutable que ces entreprises participent activement à ce programme de surveillance massif et généralisé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut en aucun cas faire confiance à ces entreprises pour protéger nos données personnelles, pour protéger nos communications, et donc pour protéger notre vie privée qui, en Europe, est une liberté fondamentale. Et c'est là qu'il faut se reposer la question, parce qu'on est un petit peu entre nous, entre geeks, entre hackers, on a tous très bien compris, parce qu'on a eu le temps, on a passé du temps sur Wikipédia, on a lu les pages qui parlaient de la Stasi et de choses comme ça. La protection de la vie privée, c'est une liberté fondamentale, peut-être encore plus importante que les autres, avec la liberté d'expression. Parce que c'est une des libertés qui permet de mettre en œuvre les autres libertés. Si vous n'avez pas la protection de votre vie privée, il n'y a pas de liberté de mouvement, il n'y a pas de liberté d'association, il n'y a pas de liberté d'expression, parce que vous allez vous autocensurer. Si vous savez qu'il y a toujours quelqu'un sur votre épaule qui lit ce que vous écrivez, alors vous n'allez peut-être pas dire « Oh, merde au président » ou « Mon député est un connard » ou je n'aime vraiment pas la façon dont a été drafté l'amendement 7 du machin bidule ». Donc, la protection de la vie privée, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est une liberté fondamentale, encore plus fondamentale que les autres, parce qu'elle est un des piliers de notre démocratie. Et là, on voit aujourd'hui, écrit noir sur blanc, que ces entreprises, non seulement ne peuvent pas nous aider à protéger cette liberté fondamentale, mais en plus de ça, dans le droit américain, sont obligées d'aider les autorités à le violer. Quand bien même vous comprendriez l'intégralité, si vous les aviez lues, des conditions générales de vente
ou d'utilisation de Facebook ou Google, pour ceux qui ont levé la main et qui les utilisent encore, quand bien même vous auriez tout lu, tout compris, et vous seriez d'accord avec, il existe un trou noir en plein milieu qui dit ouais, mais si le GUS il n'est pas américain et que les données sont stockées chez nous, alors quel que soit le motif, il n'y a pas demandé d'autorisation, on peut accéder à ces données. Ça pose des questions importantes, des questions qui vont au-delà de la politique américaine. Là, vous pourriez penser légitimement que la politique américaine est un problème d'Américains. Les questions que ça pose, je pense, vont bien au-delà de ça. Et sont des questions qui touchent à notre rapport personnel, notre rapport individuel et notre rapport collectif à la technologie. Je m'explique. Jusqu'à présent, qui parmi vous a déjà utilisé un machin comme ça? Voilà. Bon, on est des vieux, c'est une disquette. On est des vieux. Il faut le reconnaître. Jusqu'à présent, on était habitués à des ordinateurs qui étaient nos amis. À des ordinateurs qui, par définition, sont des machines programmables, qui étaient entièrement sous notre contrôle, dont on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Ceux qui ont eu des Commodore 64 ou des Amstrad CPC savent que quand ils ont été diffusés, on pouvait faire que X couleurs, telle résolution et machin, et que 10 ans après, on faisait 10 fois plus. Parce que, collectivement, on a commencé à casser ces limites les unes après les autres, parce qu'on voulait faire plus, et qu'on arrivait à faire plus, et que la machine répondait et faisait plus quand on lui demandait d'en faire plus. Jusqu'à présent, les machines étaient nos amis. Et c'est comme ça qu'on a bâti un Internet basé sur le partage de la connaissance, basé sur l'universalité de l'accès et de la participation. Depuis une dizaine d'années, et nous on se dit « Ouais, mais de toute façon, moi ça va, je comprends, je sais déloquer un bidule, router un machin, j'ai très bien compris que tout ça. » Mais en fait, Stallman avait raison. Stallman avait raison parce que ça fait 10 ou 15 ans que l'on voit des ressources investies par des entreprises ultra puissantes pour bâtir dans la technologie des fonctionnalités qui sont en réalité des anti-fonctionnalités. Des gens chez Apple, chez Microsoft, chez tous les fabricants de DRM vont dépenser des ressources pour écrire du code qui va nous empêcher de faire ce que l'on souhaite faire. Non, non, vous ne pouvez pas copier ce fichier. Comment ça, je peux pas? Non, non, vous n'avez pas le droit de copier ce fichier. Comment ça, j'ai pas le droit? Il y a un bout de logiciel qui a été fait pour nous faire croire que l'on n'a pas le droit de copier, d'utiliser, de lire, de relire, de prêter, de donner, etc. Comment ça, un smartphone? Comment ça, un smartphone? Déjà, c'est pas un phone et ensuite, c'est pas smart. C'est pas un phone parce que c'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui est plus puissant que l'ordinateur le plus puissant qu'on pouvait s'offrir il y a 5 ou 10 ans. Ensuite, c'est pas smart parce que c'est un bordel qui, quand tu l'ouvres, quand tu le sors de sa boîte, va t'empêcher d'installer les logiciels de ton choix parce que Apple ou Google a dit non, non, pas de porn, parce que Google a dit non, non, pas de trucs qui vont nous concurrencer trop, qui va t'empêcher d'installer des logiciels depuis la source de ton choix. Alors vous allez me dire, ouais, mais on peut le router, vas-y, fastoche et tout. Non, pas tous. Et surtout, un ordinateur qui va t'empêcher de comprendre comment fonctionne sa puce la plus critique, la plus cruciale, qui est la puce baseband, qui est celle qui émet et qui reçoit des ondes, qui est celle qui émet et qui reçoit des communications, dont toutes les spécifications sont fermées, ce qui fait qu'on ne peut pas les contrôler avec un logiciel libre. Et donc on a là un ordinateur qui t'empêche de comprendre comment il fonctionne, qui t'empêche de le contrôler, et on va appeler ça smart. Alors j'essaye, moi au jour le jour j'essaye, voilà, j'ai un machin que j'ai routé, j'ai foutu CyanogenMod, j'utilise F-Droid, alternative à Market, je ne me suis pas connecté à un service Google sur mon machin, j'ai installé que des logiciels libres, et pourtant, je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os parce qu'il y a un baseband fermé, qui est fondu à l'intérieur du microprocesseur. C'est un OS dans l'OS, c'est un ordinateur dans l'ordinateur, et je ne peux pas savoir ce qu'il fait, je ne peux pas savoir comment il fonctionne. Alors de la même façon que depuis 10 ans, il y a des gens qu'on traitait de parano, théorie du complot et tout, qui disaient regardez les pouvoirs de la NSA tels qu'écrits dans le FISA et dans le FISA Amendment Act de 2008, ils ont pouvoir illimité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, parano. De la même façon, ça fait des années qu'on dit ouais, vous savez, les basebands là, eh ben en fait, ça permettrait peut-être à des gens à distance d'activer des fonctions de l'ordinateur. Ça permettrait peut-être d'activer le micro. Ça permettrait peut-être d'envoyer des infos. Et réfléchissez 2 secondes. Quand vous recevez un coup de fil, il est éteint l'ordinateur, eh ben il s'allume.
Ça veut bien dire que le baseband peut accéder au hardware et lui envoyer des commandes et lui dire quoi faire. Et pourquoi on ne sait pas comment ça marche? On est entré dans une ère où, sans s'en apercevoir, à coup de bling, à coup de marketing, on s'est fait vendre des ordinateurs ennemis. On est passé de l'ère des ordinateurs amis à l'ère des ordinateurs ennemis sans s'en rendre compte. Et là, on a un problème grave. Et c'est là que Richard avait raison depuis le début. C'est que ces ordinateurs sont au cœur de nos interactions sociales, sont au cœur de tout ce qu'on crée aujourd'hui, sont au cœur de tout ce qu'on fait, et sont au cœur, évidemment, des interactions que l'on pourrait essayer d'avoir pour changer les choses et pour changer le monde. Et donc, d'un côté, on a ces ordinateurs ennemis, on a ces technologies antisociales, ces anti-features, ces anti-fonctionnalités. Et si on s'arrête et qu'on regarde une seconde, on est tout à fait capable de reconnaître les caractéristiques de ces anti-features, de ces ordinateurs ennemis. C'est le logiciel propriétaire, le logiciel fermé. On le sait pertinemment. On s'en fout peut-être parce que Flash, ça permet de jouer à des jeux rigolos et de regarder des vidéos et des machins. Mais on le sait, on l'a entendu et réentendu. On sait que c'est le matériel fermé, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas comme si on avait une politique industrielle, c'est pas comme si on avait des fondeurs de puces chez nous. On sait désormais aujourd'hui que c'est aussi les services centralisés. Les services centralisés, c'est pas seulement mal parce que ça donne à Google ou à Facebook un pouvoir phénoménal et que ça leur permet de faire du blé sur le dos des individus qui ne se rendent pas compte de la valeur de leurs données personnelles. C'est aussi un problème parce que par définition, l'architecture centralisée est un trou de sécurité dans nos vies privées, dans la protection de nos libertés fondamentales, dans nos sociétés. On l'a accepté, là aussi on s'y est fait. Parce que ça marche tout seul, les coins sont ronds, quand on clique, ça va très vite, et puis c'est gratuit. Donc de la même façon qu'on est capable de reconnaître les caractéristiques de ces ordinateurs ennemis, on peut se poser la question des caractéristiques des ordinateurs amis. Et là, il n'y a rien qui soit vraiment nouveau pour vous ici. On connaît ça par cœur. Mais regardez ce que ça fait côte à côte. Les logiciels libres, avec des services décentralisés, avec du chiffrement point à point. Qui utilise ça aujourd'hui, ici, pour l'intégralité de ses communications? Pourtant, tout est sur la table. On sait que les services centralisés, c'est les données qui restent sous contrôle de l'utilisateur. On sait que les logiciels libres, c'est la machine qui reste sous contrôle de l'utilisateur. Et non la machine qui contrôle l'utilisateur. On sait que le chiffrement point à point, c'est la sécurité de nos communications qui sont sous notre contrôle et pas externalisées à un fournisseur de certificats SSL, LOL, ou à Skype. C'est la sécurité de nos données personnelles entre nos mains. On le sait, on connaît la théorie, on connaît les maths. On a entendu Richard, pendant 25 ans, raconter les mêmes choses. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là la question que j'aimerais vous poser. Pour ces trois caractéristiques, qui sont autant de design patterns, de principes de conception de la technologie, services décentralisés, logiciels libres, chiffrement point à point. Ça fait au moins 15 ans, à la louche, que tout est sur la table. Ça fait au moins 15 ans que nous, hackers, on se dit « Ouais, trop cool, je vais m'en servir », et ceux qui s'en servent pas, c'est des cons. Ça fait 15 ans qu'on voit les gens autour de nous ne pas les adopter, et qu'on se dit « Ah, c'est dommage quand même. Hein. » Et bien là, aujourd'hui, on vient de voir, dans la tronche, noir sur blanc, qu'on a un problème 10 fois plus grave, 1000 fois plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. Alors pourquoi? Un élément de réponse, et vous le connaissez tous, c'est que ces technologies doivent être prises en main, activement, par l'utilisateur. La crypto point à point, ça ne peut pas marcher si l'utilisateur n'apprend pas à gérer ses clés et ne fait pas un effort actif pour gérer ses clés. De la même façon que quand on te vend un bidule qui bling macOS X, faire le pas pour aller sous un Debian ou Ubuntu ou n'importe quoi, on dit ouais mais c'est un peu moins ceci, c'est un peu moins cela, c'est pas tout à fait comme ci, c'est pas tout à fait comme ça. De la même façon que quitter un service qui a 1 milliard d'abonnés pour un Identica, un Friendica, un Movim ou un je sais pas quoi décentralisé, ça fait pas sens.
Eh bien pourquoi ça ne fait pas sens? Pourquoi cette prise en main active de l'utilisateur ne vient pas? C'est parce que la prise en main de l'utilisateur ne vient que s'il y a avant une prise de conscience. Et c'est là-dessus qu'on a un problème. C'est là-dessus qu'on a un déficit. C'est là-dessus qu'on est tenté de se dire « moi j'ai compris, je suis plus intelligent que tout le monde, les autres vont comprendre, c'est facile ». Eh bien c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et là, on a un truc entre les mains, c'est l'affaire Prism. On peut le montrer à n'importe qui. N'importe qui aujourd'hui qui vous disait il y a 6 mois « oh, je m'en fous, moi j'ai rien à cacher ». Vous lui demandez aujourd'hui « t'es sûr que t'as rien à cacher ?» Ben, je vous assure que la réponse est différente. Faites le test. Faites le test. Et s'il vous dit encore qu'il n'a rien à cacher, demandez-lui s'il est prêt à mettre une caméra dans sa chambre à coucher. Et demandez-lui si la caméra en question peut être accédée par la NSA, le FBI et les 1000 contractants privés qui bossent avec eux. Et vous allez voir que la réponse est différente. Eh bien, et j'avais dit que je ferais court, promis. Je pense que là, on a une responsabilité, on a un devoir en tant qu'individu. À partir du moment où on a compris cela, ne pas propager ces valeurs, ne pas propager ces idées, ne pas travailler activement à faire prendre conscience de cela, et ne pas aider les uns et les autres à prendre en main ces technologies, c'est laisser faire ce choix de société du contrôle absolu par ces quelques entreprises et toutes les institutions nourries au contrat des marchands de canons qui les contrôlent. Hackers, hackeuses, citoyens, citoyennes, tous les jours, nous faisons des choix technologiques. Que ce soit par l'intermédiaire d'un contrat de travail, que ce soit en termes de hobby, que ce soit pour vos communications personnelles, tous les jours, nous faisons des choix technologiques. Il ne tient qu'à vous de vous assurer, au jour le jour, que ces choix technologiques soient ceux des technologies qui libèrent, plutôt que ceux des technologies qui contrôlent. Logiciel libre, service décentralisé, chiffrement point à point. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Si c'est si compliqué que ça veut dire qu'on est fichu. Ça veut dire qu'on abandonne. Ça veut dire qu'on a fait le choix de laisser à ces entreprises et aux intérêts politiques qui les contrôlent les pleins pouvoirs sur nos communications, sur notre utilisation de la technologie et sur nos démocraties. Je vous demande sincèrement d'y réfléchir et de vous dire que c'est peut-être une des questions les plus importantes de nos sociétés, de notre génération, et que l'on a réellement entre les mains les moyens de changer les choses. Je vous remercie. Donc on va peut-être prendre quelques questions, ou pas? Est-ce qu'on se fixe une limite stricte? 5 questions, 5 minutes, non. Il est 11. Et on va dire 10 minutes. Juste avant, juste vraiment merci. Et du fond du cœur. Non, merci à vous de participer à tout ça. Non, ce soir c'est merci à toi en fait, vraiment. Voilà. Une question là, une question là. Non, d'abord il y avait ici, devant toi là. Non, arrêtez, elle là. Voilà, d'abord. Oui, Jérémy, alors tu donnes trois outils effectivement qui sont nécessaires à la protection de notre vie privée. J'ai une double question. D'abord, est-ce que tu penses que l'anonymisation des connexions est également un outil indispensable ou pas? Et deuxièmement, concernant le réseau Tor, j'avoue que personnellement je me pose la question, est-ce que si moi je me mets sur Tor, j'augmente l'anonymité de 1 au moins des utilisateurs de Tor, ou est-ce que au contraire, vu les problèmes de bande passante, je pique de la bande passante aux Syriens qui en ont plus besoin que moi? Alors, merci de ta question. Alors déjà, il s'agit de principes d'implémentation de technologie. Donc c'est quelque chose qui est important parce que les trois, tu peux les retrouver ou non dans des technologies. C'est pas comme dire utiliser tel produit ou tel produit. Non. C'est chercher activement dans la technologie que vous employez si ces principes en font partie ou non. Ensuite, et cela va de soi, ça c'est des principes que tu retrouves dans la technologie. En plus de ça, il faut évidemment la neutralité du net.
Et ça fait un quatrième. Et de là, on a les conditions nécessaires à des sociétés libres. C'est pas juste protéger la vie privée, c'est protéger les libertés en général. Parce que tu protèges la vie privée, tu protèges aussi la liberté d'expression, donc aussi la liberté d'assembler, donc c'est pas une liberté fondamentale, mais la liberté d'entrer en politique et de participer en politique, donc la liberté de changer le monde. Donc c'est encore plus important que simplement protéger la vie privée. Ensuite, sur Tor, des doutes ont été émis sur la capacité des gouvernements et de certains qui contrôleraient les réseaux de communication à prendre le contrôle du réseau Tor. Et pour cela, c'est pas seulement utiliser Tor, mais faire des nœuds de sortie. Faire des éléments actifs de Tor et pas seulement utiliser le réseau, participer au réseau. C'est pas si cher que ça. Un serveur coloué, ça commence à 9 €, ça se mutualise entre copains. Il y a une association, est-ce que Lunar est dans le coin ? Oui, il y a une association qui s'appelle nosoignons.net qui a été, voilà, donc je vous invite à regarder. Présentation dimanche. Donc c'est pas seulement utiliser Tor. Utiliser Tor, c'est important pour faire botte de foin autour de l'aiguille, pour les dissidents politiques qui ont besoin d'être camouflés et pour que utiliser Tor disent pas « Ah ah, c'est un affreux terreau pédonazi ». Donc ça, c'est important, mais aussi participer au réseau Tor. Et ça, c'est vraiment une notion qui est fondamentale, que l'on oublie trop facilement sous les sirènes du bling, du marketing et tout ça. C'est que toutes ces technologies-là sont faites pour être auto-apprises. Toutes ces technologies-là existent pour que l'on soit pas seulement consommateur passif, mais aussi acteur, participant. Et cette capacité de participer à la technologie est quelque chose de crucial. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier ça quand on utilise macOS X, Facebook et compagnie. Il y avait une question là-bas de Keops, et puis une là-bas. C'est de gérer le temps. Ouais, merci, bravo. Ouais, j'ai deux questions. Effectivement, il faut travailler beaucoup à convaincre les gens autour de nous. Malheureusement, il y a quand même, malgré Prism, moi j'ai déjà parlé avec pas mal de personnes, et il y en a qui sont quand même encore dans le déni. Et il y a aussi la peur du terrorisme et compagnie, qui a routé pas mal de personnes. Je trouve que c'est encore quelque chose qui est présent. Et donc des gens qui vont te dire oui, mais s'il n'y avait pas ça, ça se trouve, il y aurait plus d'attaques terroristes, etc. Donc je pense que ça existe. J'ai fait l'expérience ce week-end en ayant une discussion justement. Et je pense que par rapport à ce genre de personnes, c'est important de construire des argumentations, d'avoir des exemples sous la main. Notamment, la Quadra a construit des argumentaires très très bons lorsqu'il y a eu la lutte contre ACTA, qui ont été mis en ligne. Et peut-être qu'un travail... Alors, est-ce que tu sais s'il y a déjà ce type d'argumentation qui existe, qui est écrit quelque part? C'est ma première question. Je finis avec la deuxième, comme ça, après je me tais. Est-ce que tu penses que les pouvoirs publics pourraient faire quelque chose pour l'éducation des gens? Moi, je pense que oui, mais qu'en ce moment, ils font tout à l'envers. Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans chacune de tes deux questions. Je vais essayer d'y répondre vite. Sur la question du terrorisme, la vraie question à poser, et c'est comme ça qu'Edward Snowden, dans le chat avec The Guardian, l'explique, la vraie question à poser, c'est combien de complots terroristes n'auraient pas été déjoués sans cette surveillance massive et généralisée. On dit ouais, mais grâce à ça, on a arrêté des gus, on a arrêté des machins. Et s'il n'y avait pas eu la surveillance massive et généralisée, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le bon vieux travail de police avec le renseignement humain sur le terrain, l'infiltration, etc., qui aurait permis d'arrêter les choses? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, une fois que tu as ce chiffre, quel prix pour la société à comparer, par exemple, aux États-Unis avec le nombre de gens qui meurent par arme à feu chaque année, qui est entre 10 et 50 fois supérieur au nombre de morts par terrorisme. Donc ça, l'argument paranoïaque, je ne dis pas que c'est facile, mais on peut trouver des outils rationnels pour démonter ça. Ensuite, c'est marrant, on dirait que tu lis dans mes pensées. Oh, ils sont partout, vite, mon chapeau en papier alu. On a commencé à bosser sur des argumentaires, en particulier sur le nothing to hide. Je n'ai rien à cacher, je m'en fous de la vie privée parce que j'ai rien à cacher. En l'occurrence, ça devient de plus en plus facile, parce que tu n'as rien à cacher aujourd'hui, mais tu auras peut-être quelque chose à cacher demain, le jour où tu voudras entrer en politique, ou le jour où tu voudras postuler pour un autre emploi, ou le jour où ton gouvernement deviendra autoritaire.
tu as aussi peut-être quelque chose à cacher parce que tu admets que les journalistes ont quelque chose à cacher quand ils conversent avec leurs sources. Parce que la protection des sources est une composante essentielle de l'information libre, qui est elle-même un pilier de la démocratie, etc. etc. Donc, reparle-en-nous dans les jours qui viennent. On va crowdsourcer ça sur un coin de wiki. C'est effectivement quelque chose d'intéressant. La deuxième question, c'était... Sur les pouvoirs publics et quel rôle ils pourraient jouer. On a des exemples éclairants sur le fait que la technologie ne s'apprend pas que à l'école. Le modèle éducation nationale est évidemment important pour l'accès à tous à la connaissance, mais de base, tu sais que c'est un modèle centralisé, pyramidal, où une personne, de par son statut, est habilitée à parler, alors que les autres, par leur statut, sont habilités à se taire et doivent demander l'autorisation pour parler. Tu sais comme moi que sur Internet, on fait les choses beaucoup plus horizontalement, en mode beaucoup plus peer-to-peer, où tout le monde parle à la fois, où c'est le joyeux bordel, où ça troll aussi, mais où ceux qui se taisent, un jour vont oser prendre la parole pour poser une question, et un jour encore vont oser prendre la parole pour répondre. Donc moi je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux, qu'évidemment il faudrait essayer de peser sur les programmes, mais c'est des rythmes un peu tectoniques d'évolution au sein de l'éducation nationale. Le fait est qu'on a un problème grave de société, et qu'on ne va pas attendre après l'éducation nationale. Donc une complémentarité entre les deux me semble être quelque chose de tout à fait bienvenu. Et je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à regarder un site qui s'appelle codeacademy.com, éventuellement à les contacter pour leur proposer de les aider à traduire ça en français, qui est un truc où avec du HTML5 et du JavaScript, qui a l'air plutôt propre, qui je crois est un logiciel libre, créer une espèce de petit jeu qui apprend aux gens à coder. Donc un petit jeu qui apprendrait aux gens pourquoi il faut chiffrer et qui leur apprendrait à chiffrer, c'est quelque chose qui se code en pas très longtemps et ça pourrait faire partie du genre de choses qu'on pourrait inventer. Ensuite, est-ce qu'il y a une réponse possible de la part des pouvoirs publics en général? Évidemment que oui. Il y a un règlement sur la protection des données personnelles qui est en cours d'élaboration aujourd'hui à Bruxelles, qui est en train de se faire complètement défoncer sous la pression des lobbies, des mêmes entreprises prises la main dans le pot de confiture à collaborer activement avec la NSA. Les Facebook, Google, Yahoo et compagnie. Donc, allez remonter les bretelles, et je reste poli, des eurodéputés et surtout ceux de la commission Liberté Publique en charge du dossier, ça c'est quelque chose qui pourrait aider, et on ne demande pas la lune, on demande de rester au niveau imaginé par la Commission européenne. Si on m'avait dit un jour que je défendrais un texte de la Commission européenne contre le Parlement européen, j'aurais payé ma tournée. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, la Commission fait de la merde et le Parlement peut peut-être, un soir de pleine lune, quand Jupiter est aligné avec Uranus, faire quelque chose. Non, là, on demande de revenir au niveau qui était celui de la Commission européenne, et notamment l'article 42, ça n'est pas une blague, qui encadre très strictement l'export des données personnelles, et qui empêcherait qu'un Google France dise « Ouais, vous contractez avec moi, mais en fait, moi, j'envoie les données à Google US, et au revoir. » Il y a aussi un accord commercial, ça va vous rappeler des choses, hein, ceux qui ont suivi l'ACTA, qui s'appelle, enfin nous on l'appelle TAFTA parce que ça donne beaucoup plus idée de sa nature en tant que Transatlantic Free Trade Agreement, et eux essayent de l'appeler TTIP pour Partnership. Investment Partnership, c'est gentil un partnership. Où j'ai appris récemment, c'est rigolo, Karel de Gucht, donc le commissaire européen qui était responsable de l'ACTA, s'est fait un peu houspiller en disant non, pas de data protection, pas de protection des données dans l'accord avec les US. Il a dit non, pas de protection des données dans les accords avec les US. Mais on va faire du data flow, des flux de données. Donc maintenant, on va négocier en secret comment, au travers de l'Atlantique, on va pouvoir échanger des flux de données, ce qui évidemment implique qu'il n'y ait même plus besoin de parler de protection des données, parce qu'on en est déjà des kilomètres. Ensuite, un règlement sur les données personnelles costaud soit mis en œuvre, ça permettrait de créer les conditions politiques de l'émergence d'un marché des services Internet en Europe qui pourrait être basé sur la confiance des utilisateurs et plus sur la tonte des données et leur exploitation abusive. Et ça, c'est un vrai enjeu de politique industrielle, et c'est quelque chose sur lequel on pourrait peser en tant que citoyen. Je ne sais pas encore vraiment comment, envoyer des mails ou des lettres à Montebourg, je ne sais pas, et lui dire « Hé Coco, des millions, t'en as plein, enfiler quelques-uns par miettes et saupoudrer sur les projets qui font services décentralisés, logiciels libres et chiffrement point à point, c'est un enjeu politique majeur et un endroit où on peut attendre les gouvernements tournants, je pense. »
Encore le temps pour 2 questions. Une et demie. Alors, il y en a un là-bas, lui, là-bas, là-bas. Ah non, ça va d'abord là-bas. Et ensuite, ici. Ouais, donc je vais juste revenir sur le problème que je trouve effectivement assez majeur de faire comprendre aux gens quel est le problème dans les données personnelles. J'ai essayé de discuter tout l'argumentaire sur effectivement on ne sait pas ce que le gouvernement pourrait avoir à nous reprocher et dans un futur et comment on peut évoluer le gouvernement et qu'est-ce qui pourrait devenir illégal et quels sont les problèmes des sources des journalistes. Et j'en ai discuté avec des gens que je considère pas trop cons, à savoir mes parents. Malheureusement, alors c'est peut-être moi qui argumente mal, mais j'ai l'impression et je trouve que ça se généralise énormément, que juste, ils conçoivent ces arguments et ils sont prêts à passer outre et à trouver que l'argument sécuritaire est supérieur. Alors, et d'une, on ne peut pas en vouloir à tes parents. Moi, je peux. Et de 2, il y a des chances que tu argumentes mal. Je te dis ça parce que j'ai passé des années à mal argumenter avant de répéter les mêmes choses encore et encore et de comprendre mes interlocuteurs et comprendre ce qui bloquait ou ce qui passait pour affûter mes arguments. Et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Entre le premier qui m'a interrogé sur Prism et le 150e, mes arguments ont évidemment évolué. Donc déjà, je vais t'inviter à continuer, à réessayer et à affûter tes arguments. Et pas te dire « Ah non, c'est bon, ils comprennent rien, c'est fichu ». Et la deuxième chose, c'est qu'il faut y aller doucement. Quand tu commences en disant « Ouais, mais ça va devenir la dictature, on va tous mourir !» c'est compréhensible qu'ils ne soient pas prêts à franchir un pas aussi important que ça. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. On a tous ça en tête parce qu'on a lu de la science-fiction, parce qu'on a lu les textes des whistleblowers en 2006 sur la NSA et AT&T, et parce qu'on a ça en tête, parce qu'on comprend la technologie et l'architecture des infrastructures de communication. Donc ça paraît beaucoup plus évident pour nous qu'un régime autoritaire puisse se servir de tout ça pour contrôler les individus. Ça nous paraît évident qu'un régime qui basculerait vers l'autoritarisme se servirait de ça immédiatement. Mais ça peut l'être un petit peu moins pour quelqu'un qui n'a pas tous ces concepts en tête. Donc mon conseil, c'est de commencer au plus proche. Commence vraiment au pas de la porte. Et au pas de la porte, il y a quoi? Il y a une stat là qui est sortie, c'est une étude qui a l'air à peu près sérieuse, qui dit qu'il y a 1 jeune sur 10 qui s'est fait refuser un emploi à cause de son profil Facebook. Et là, le contre-argumentaire directement, c'est il ne faut pas mettre n'importe quoi sur Facebook et gérer sa confidentialité, toutes les conneries comme ça. Non, je dis tu commences par là. Ensuite, tu vas, ce même jeune sur 10 qui s'est fait refuser un truc, dans quelques années, il va peut-être vouloir entrer en politique. Et là, quand tu entres en politique, on t'attaque sur ta personne. Donc le même élément, ou 10 fois plus d'éléments qui l'ont recalé pour un job, vont le recaler pour la politique. Et il n'a pas fait ce choix-là au moment où il met l'élément en ligne. Ensuite, on va te dire, il y a les trucs où il a fait le choix volontairement, il y a le truc où il n'a pas fait le choix. Parce que le même petit gars, quand il communiquait via Gmail avec son correspondant ou via Skype avec son correspondant, il ne connaissait pas la technologie, il ne connaissait pas l'architecture de communication. Il se disait, quand je parle avec mon correspondant, je parle avec mon correspondant. Alors qu'en réalité, il parlait avec son correspondant, la NSA, le FBI, les milliers de contractants privés américains qui travaillent avec eux et où sont habilités des employés avec le label top secret, plus les agences de gouvernement internationales qui ont des deals avec la NSA, le FBI et compagnie. En fait, il parlait avec à peu près la moitié de la planète. Donc, tu vois, il faut y aller petit à petit, et ensuite tu expliques le cas d'un journaliste qui doit protéger sa source, parce que sinon sa source, elle va se tarir, ou elle va se taire. Et que ce petit gars en question, il sait peut-être pas aujourd'hui que demain il va être journaliste. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont blogueurs, et qui font un meilleur boulot que certains qui sont journalistes. Et que la limite entre qui est journaliste et qui l'est pas, elle est floue. Mais que le fait qu'une information libre soit une composante essentielle de la démocratie, ça c'est clair. Donc mon conseil, c'est de commencer doucement, gentiment, et y aller étape par étape. Et c'est normal, c'est tes parents, tu les aimes beaucoup, ils t'aiment beaucoup, c'est normal que tu attendes beaucoup d'eux, mais c'est vrai que c'est un sujet assez vaste, qu'il y a énormément de choses à comprendre, que si tu n'es pas dans cette culture-là, c'est un petit peu plus difficile. Mais tu vois, tu peux commencer en parlant de Prism, et en parlant des jeunes qui se sont fait saquer, parce qu'ils avaient mis des photos de leur cul bourré sur Facebook.
Économisons du temps pour la dernière question. La dernière question qui était au premier rang, je crois, Zorune. Mince, désolé, je t'ai nommé sur On the Record. We can edit that out. Voilà. Moi, ma question, en fait, c'est comment, en pratique, on peut avoir un poids face Pardon, aux... encore. Comment on peut avoir un poids, en tant que citoyen, face aux grosses entreprises. L'exemple que je prends, c'est les DRM dans le HTML5. On n'en veut pas, mais pourtant, c'est en train d'arriver. Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est la question d'avant. C'est en parlant à 2 personnes. Si chacun en parle à 2 personnes et fait l'effort nécessaire à les convaincre, et que ces 2 personnes vont parler à 2 personnes derrière, on a, en plus de temps évidemment, une influence largement supérieure à celle du marketing. Et 2, on a des preuves de ça. J'en vois au moins 2 qui me viennent, mais je t'assure qu'en cherchant plus, j'en trouverai d'autres. Une, c'est Wikipédia, où un Gus, dans son garage, a dit un jour « Ah, on va faire une encyclopédie où tout le monde y va contribuer et ça va être bien !» Et tout le monde l'a regardé, il est con, lui. Et 10 ans après, c'est un des sites les mieux référencés de Google, c'est un des 15, je crois, sites les plus utilisés de la planète. On y trouve de l'information qui est, oh oui, il y a des problèmes avec aussi, mais autant ou moins qu'avec la presse traditionnelle. Donc c'était impossible, et ça a finalement marché. Et le deuxième, c'est Acta. On a bossé pendant 4 ans, et pendant environ 3 ans et demi de ces 4 ans, on a vu des gens qui se foutaient de nous. Jusqu'à des mois avant, les gens nous disaient « Mais les gars, c'est impossible, laissez tomber, vous n'allez jamais gagner contre Hollywood, contre Big Pharma, contre ces industries lourdes et contre 39 gouvernements. » Eh bien, on a gagné quand même. C'était impossible et on l'a fait. Et la recette de ça, c'était passer des années à dépenser de l'énergie, à s'investir, à réfléchir, à analyser des trucs, à les peer-reviewer, à troller, à flamer, à bâtir des alliances, à inventer des modes d'action, à bouger des pixels dans tous les sens, à inventer des messages politiques, des symboles, parfois avec des chats, parfois sans chats. Et c'est en faisant tout ça à la fois qu'on a démontré qu'il était possible de bouger des montagnes. Donc, certes, la montagne dont on parle ici est peut-être encore plus dure à bouger, mais on est encore plus. Et il faut garder ça dans un petit coin de notre cœur, de notre tête ou je sais pas où, qu'on a des exemples concrets. On peut y faire quelque chose. C'est normal de se sentir écrasé par la mélasse, par la noirceur, par le cynisme, par la violence de ce que l'on constate tous les jours. Mais il faut garder cette petite lueur, ce petit espoir quelque part qui te dit que si on peut changer les choses, et tu sais comme on fait dans le logiciel libre, proof of concept et running code, on a déjà les 2.